Amis chimistes, bien le bonjour à vous. Et bah, c'est avec un grand plaisir que je vous propose cette partie 2 de correction de l'épreuve de chimie de l'agrégation interne de sciences physiques 2025, donc qui vient de tomber. Visiblement, bah, la première partie, ça vous a plu d'avoir une correction d'épreuve d'agrég. Alors oui, je me chauffe. On fait la partie 2, c'était la fameuse partie chimie organique. Petit rappel quand même, n'oubliez pas déjà de mettre un pouce pour soutenir ce travail, de mettre un commentaire, et si je vois que la vidéo fonctionne, eh ben, je ferai la partie 3. Ensuite, pour bien utiliser la vidéo, je vous rappelle qu'évidemment, c'est bien d'avoir cherché le problème avant. Je vous mets l'énoncé en description. Que dire d'autre? Vous avez les timecodes, d'accord? Et puis, n'oubliez pas, je donne pas mal d'infos à l'oral. Je n'écris pas tout pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc, évidemment, voilà, s'il y a des questions, vous n'êtes pas trop sûr de vous, etc., il faut écouter. Vous pouvez bien sûr me poser des questions en commentaire. Alors, il se peut que ces questions arrivent 2 mois après, je ne me rappelle pas forcément du sujet, mais dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre. Voilà, c'est tout pour moi. On démarre tout de suite avec cette partie 2 qui est autour du rouge para. Let's go. Bien, alors voilà la synthèse proposée pour le pigment, le rouge para. Déjà, bon, on voit que ça repose pas mal sur des substitutions électrophiles aromatiques. Je rappelle que bon, ça repose pas mal. Alors vous allez voir, les questions sont formulées de sorte à ce qu'on puisse répondre, mais pour rappel, les substitutions électrophiles aromatiques ne sont pas au programme des prépas et donc par extension pas au programme de l'agrég interne. Mais si on regarde bien les questions, vous allez voir que c'est tourné de sorte à ce qu'on puisse y répondre. Toutefois, moi j'admets que je suis pas trop fan qu'on aille interroger les candidats sur des parties de la réactivité qui ne sont pas au programme, parce que certains l'auront étudié et tireront un avantage certain, là où d'autres vont le découvrir, et du coup forcément ça rend les choses plus dures. Après, hein, qu'on soit clair, vous allez voir, on peut répondre à toutes les questions en restant dans les clous du programme. Donc on y va, question 17. Donc on nous demande de préciser la réactivité attendue pour le composé A lors de sa conversion en B, sachant qu'on voit que on a l'espèce clé nitronium NO2+, dans la première étape ici, qui va être en fait générée par HNO3 et H2SO4. Donc si on analyse NO2+, en fait, ça va être plutôt l'électrophile. Il se présente comme ça, hop. Et donc lui, c'est l'électrophile, puisqu'il est chargé positivement, et puis qu'on voit qu'il y a une insaturation, donc on peut faire une addition dessus. Et puis le benzène, qui est riche en électrons car il a des doubles liaisons, jouerait donc le rôle de nucléophile. Voilà. Évidemment, je meurs d'envie de vous montrer le mécanisme de formation de l'ion nitronium et de la substitution électrophile aromatique, mais c'est complètement hors sujet. Donc, je vais m'en tenir à ça. Allez, on passe à la question 18. Alors ici, on nous interroge sur la nature de la transformation qui conduit à C à partir de B. Là, je vais réécrire déjà B et C. Pour trouver la nature de la transformation, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer le nombre d'oxydation de l'azote dans les deux composés. Donc dans le composé B ici, donc moi je vous rappelle une méthode que j'aime bien utiliser pour déterminer le nombre d'oxydation. Je vais dire que donc pour l'azote, c'est le nombre de liaisons avec des atomes plus électronégatifs que lui, en sachant qu'une liaison multiple compte multiple, donc la liaison double compte 2, cette liaison compte 1, donc il y a 3 liaisons avec des atomes plus électronégatifs, moins 1 pour chaque liaison avec un atome moins électronégatif, à savoir le carbone, plus la charge formelle. Donc ici, ça ferait plus 3 pour les liaisons avec O, moins 1, ça fait donc plus 2, plus la charge ici, ça fait que l'azote est à un degré d'oxydation plus 3. Et dans l'azote de la mine, ici, il est lié à 3 atomes moins électronégatifs que lui, donc il est à moins 3. Et donc ce qu'on voit, c'est que le nombre d'oxydation de l'azote descend. Donc ici, il s'agit clairement d'une réduction. Et au passage, j'en profite, on va écrire après l'équation de réaction, mais là, donc c'est une réduction du groupe nitro en groupe amine. Et en fait, la variation du nombre d'oxydation, c'est égal au nombre d'électrons échangés. Donc si ça vaut 6, ça veut dire que quand je vais écrire la demi-équation redox, normalement, je vais avoir 6 électrons dans celle-ci. Et puis ça tombe bien parce qu'on me demande de donner une équation de réaction qui rend compte de cette transformation. Donc on va écrire les demi-équations redox. Je vais écrire déjà celle entre B et C. Donc en fait, je vais avoir quoi? Je vais avoir B. Alors de l'autre côté, je mets C. Donc pour C, il faut que j'ajoute ici 2H2O pour équilibrer les oxygènes. Et ici, donc, je vais avoir plus 6H+, et plus 6 électrons. Ça, c'est la demi-équation redox pour passer du groupe nitro au groupe amine. Et ensuite, l'autre couple, comme c'est le dihydrogène le réactif, le dihydrogène, il intervient dans un couple de l'eau qui est le couple H plus H2 ou H2O H2, vous le dites comme vous voulez, mais dans tous les cas,
l'équation de réaction correspondant à ce couple, ça serait 2H+, plus 2 électrons qui va donner H de gaz. Si j'appelle 1 cette demi-équation et 2 cette demi-équation, bah, l'équation globale, ça va être une combinaison linéaire de ces deux équations. Ici, en l'occurrence, ce serait l'équation 1 moins 3 fois l'équation 2. Qui permettrait d'annuler les électrons. Et donc mon équation globale de réaction, ça serait donc B plus, du coup je vais avoir 3H2. Alors, attendez que je ne fasse pas d'erreur, les H plus tac, ils vont s'annuler. Et ce qui fait que je vais avoir C plus 2H2O. Et voilà pour l'équation de réaction. Ensuite, on nous dit de préciser les conditions expérimentales permettant de procéder. Donc là, comme c'est une réduction par hydrogénation catalytique, quoi qu'on ne va pas dire hydrogénation parce que ce n'est pas une addition en réalité, on va juste dire que c'est une réduction par action du dihydrogène, mais les conditions en général, il faudrait un catalyseur. Ici on va prendre, si on raisonne avec une catalyse hétérogène, on pourrait par exemple proposer du palladium sur charbon. Voilà, et puis en général, bon, je pense que la réponse attendue c'est surtout ça, d'avoir un catalyseur. Des conditions plutôt douces, hein, là on travaille souvent à 25 degrés sous un bar de pression à peu près. Allez, on passe à la question 19. Bon, ensuite, on vous demande de proposer des réactifs permettant de réaliser la transformation de C en D et de préciser le mécanisme de la transformation impliquée. Donc là, c'est assez clair que on forme un groupement amide ici à partir d'une amine. Donc on sait que pour former... l'amine va jouer le rôle de nucléophile et donc il faudrait l'électrophile qui permet de faire rentrer ce groupement-là. Alors, il ne faut surtout pas prendre un acide carboxylique parce que l'amine et l'acide carboxylique réagiraient par réaction acide-base. Donc la mauvaise réponse, ce serait de donner... l'acide acétique. On va plutôt prendre une forme activée, donc c'est-à-dire qu'on va prendre soit un anhydride, soit un chlorure d'acyle. Donc je vais prendre par exemple chlorure d'acyle ou l'anhydride. Et puis on peut même travailler en présence d'une base comme la triéthylamine. Alors là, il y a plein de conditions possibles, hein. On propose des conditions. Donc je vais proposer d'écrire le mécanisme dans le cas où j'utilise... je vais mettre l'anhydride de côté, je vais prendre le chlorure d'acyle en présence de triéthylamine, et puis on va écrire le mécanisme de cette réaction. Donc c'est parti. Du coup, je vais, pour ne pas perdre de temps, le composé C, il va être noté simplement de manière simplifiée comme ceci, de sorte à ne pas avoir à recopier le groupement benzène, groupement benzyle, ce qui est inutile et ne rapporterait évidemment pas de points en plus. Et donc on y va. Première étape, comme le chlorure d'acyle est un électrophile fort, on va avoir une addition nucléophile, hop, directement, sans avoir besoin d'activation préalable. On va donc arriver sur ce type d'intermédiaire. Et puis ensuite, comme le groupement chlorure est un bon groupe partant, élimination du groupe partant. Hop. Ce qui fait qu'on arrive à cette forme-là. Et on élimine le chlorure. Et enfin, dernière étape, tiens, je vais remonter, comme j'ai de la place ici. La réaction acide-base, donc on a la triéthylamine qui va donc venir capter le proton. Et donc on va avoir l'amide souhaité, à savoir le composé B, plus l'ion triéthylammonium. À noter que la base utilisée, il y a plusieurs choix possibles, mais on prendra une amine tertiaire ici, pour la triéthylamine, et surtout pas une amine secondaire ou primaire, parce que l'amine secondaire ou primaire, elle pourrait venir faire l'amidification, et ce ne serait pas souhaitable. Voilà, allez, on passe à la question suivante. Alors, pour la question 20, on vous demande de décrire la géométrie autour de l'atome d'azote de la molécule D. Donc, je vais pas représenter la molécule... si, je vais la représenter en entier, remarque. Hop. On va voir, parce que première étape, on va réfléchir avec le modèle VSEPR, mais on va voir que cela ne suffit pas, c'est-à-dire que si je réfléchis avec le modèle VSEPR, pour l'azote ici, on voit qu'il a 3 atomes voisins, donc AX3, E1 parce qu'il a un doublet non liant. Donc, d'après VSEPR,
on aurait une géométrie pyramide à base trigonale. Mais attention, parce qu'ici, on voit qu'il y a de la délocalisation. C'est-à-dire que j'ai un système n sigma pi, autrement dit, je reconnais qu'il doit y avoir de la conjugaison, c'est-à-dire que le doublet de l'azote est délocalisé grâce aux effets mésomères. Et donc ça, attention, la délocalisation, c'est pour ça que je mets un grand mais, finalement la géométrie VSEPR ne sera pas la géométrie privilégiée, parce qu'ici, le doublet de l'azote est délocalisable. Et donc cette délocalisation, alors ça fait appel à des notions de chimie quantique, ce sont les électrons qui occupent les OMP, et ces OMP sont perpendiculaires au plan de la molécule. Donc là, il y aura une conjugaison avec le groupe carbonyle, avec le groupe benzyle, mais donc on va avoir du coup une géométrie plutôt trigonale plane, et la délocalisation est liée à la planéité de la molécule. Donc en fait, ça va aplanir finalement. Et donc voilà, pour la petite subtilité qu'on avait dans la question 20. Bon, j'ai failli oublier, mais si on veut que la réponse soit complètement valorisée, il faut quand même montrer au jury qu'on sait écrire des formes mésomères. Alors je propose, on ne va pas toutes les écrire, mais on va écrire au moins la délocalisation vers le groupe carbonyle, même s'il y a aussi une délocalisation de l'autre côté. Je vous ai dit, hein, je fais un corrigé succinct, mais dans l'idée, il faut quand même que je montre, par exemple, que on aurait donc ce type de forme mésomère si le doublet de l'azote est délocalisé vers le carbonyle. D'accord, évidemment, il y en a d'autres, puisqu'il y a aussi la conjugaison avec le groupe phényl. Évidemment, si c'était moi qui rendais la copie au concours, je l'écrirais rapidement, et donc normalement, on aurait 3 formes mésomères supplémentaires. Ça ferait donc 5 formes mésomères au total qui délocalisent le doublet de l'azote. Allez, cette fois, on passe à la question d'après. Voilà, ensuite on nous demande, en exploitant la figure 3, donner la formule brute du composé E et montrer que plusieurs produits sont envisageables. Donc là, l'idée, c'est on reconnaît que ces conditions, c'est exactement les mêmes que ce qu'on a fait dans la première étape. Donc en fait, c'est le NO2+, qui vient remplacer un hydrogène sur une position du cycle. Et puis par ailleurs, on peut donner la formule brute du composé D. Donc si je compte, là j'ai 6, 7, 8 carbones. Donc c'est 8, les hydrogènes j'en ai 3, 4 et 5, 9. J'ai un azote, un oxygène, et je vérifie avec le nombre d'insaturations rapidement. Donc si je fais 2 x 8, 16, plus 2, 18, plus 1, 19, moins 9, ça fait 10, divisé par 2, ça fait 5, et j'ai bien 4 pour le cycle, un cycle et 3 insaturations, 3 double liaisons et une double liaison. Donc la formule brute est bonne, et l'idée c'est que le composé E, pour passer au composé E, je vais faire rentrer NO2+, et faire sortir H+, puisque NO2+, remplace un H+. Donc j'enlève un hydrogène, j'ajoute un azote, 2 oxygènes, ça fait que la formule brute du composé E, je dois avoir C8, H8, N2, O2. Ensuite, l'idée de dire que plusieurs produits sont envisageables, effectivement, il y a les positions, par exemple, si le NO2 se met sur les positions l'une des positions bleues, j'aurai un produit. S'il se met sur l'une des positions rouges, donc c'est ce qu'on appelle en position méta par rapport au groupement principal, ici c'est ortho, et enfin en vert, il y aurait la position para, on voit qu'il y a si j'imagine que je ne vais greffer qu'un seul groupement NO2, bien sûr, on aurait 3 produits possibles, et donc je vais les représenter. Donc 3 isomères de position possibles, ou régio-isomères. Donc on va avoir ici l'ortho qui aurait cette structure-là, donc avec ici le NO2. Donc là, je ne mets pas une formule développée. Ensuite, on aurait le méta qui aurait cette structure-là. Et enfin, on va avoir l'isomère para, où le groupement nitro est à l'opposé. Et donc voilà nos 3 isomères de position. On peut maintenant passer à la question 23.
Alors, on nous informe que l'un de ces produits se forme majoritairement. Alors, pour info, bon, c'est le produit para, parce qu'en fait, l'effet mésomère donneur de l'azote va rendre les positions ortho et para plus nucléophiles, et la position para est moins encombrée. Ça, je vous rassure, ce n'est plus au programme. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous le dis, c'est le para. Proposer une technique expérimentale permettant d'isoler le produit majoritaire, expliquer son principe en utilisant un schéma. Donc là, moi, j'aurais tendance à penser... On n'a pas de données, il me semble, sur les propriétés physico-chimiques des composés. Donc moi, mon réflexe aurait été de proposer une chromatographie sur colonne, parce qu'on voit qu'en fait, en fonction de la position du groupement nitro, les deux différents isomères n'auront pas les mêmes moments dipolaires. Et donc, dans une chromatographie, ils peuvent interagir différemment avec la phase stationnaire. Et donc moi, je propose de les séparer via une chromatographie sur colonne. Donc ça veut dire que la phase stationnaire en silice, ce serait... elle serait en fait on va prendre une colonne comme ça, hop, une colonne en verre, on va remplir de silice, boum, et on va récupérer dans des petits tubes à essai. Bon, mon schéma il est vraiment à l'arrache, vous m'excusez, mais on va avoir des tubes à essai, on va récupérer les différents échantillons. Et donc l'idée c'est qu'en fonction des... On dépose l'échantillon tout en haut ici, boum, et puis en fonction de la polarité des différents composés, c'est comme dans la chromatographie sur couche mince. Ça migre plus ou moins vite, et donc les composés les moins polaires, donc je vais mettre en bleu, moins polaires, vont descendre plus vite, et les composés les plus polaires vont interagir davantage avec la silice et vont descendre moins vite, et donc on va réussir à les séparer. Je rentre pas trop dans le détail, mais j'ai fait une vidéo, voilà, vous pouvez trouver sur la chaîne Blablaro Labo, vous tapez chromatographie sur colonne, j'ai fait une vidéo détaillée sur cette technique, et c'est clair qu'en labo, on utilise souvent plus cette méthode qu'une distillation ou une recristallisation. Donc la chromato sur colonne sera une méthode de choix. Voilà, allez, on passe à la question 23. Bon, la question 23, on vous demande de donner le bilan de la transformation de E en F. Donc là, ce qu'on voit... Alors, attends, je regarde. On a des ions hydroxydes, de l'eau, du chauffage. Bon, c'est clairement une hydrolyse du groupement amide. Donc là, c'est une hydrolyse de l'amide de E. Donc, on peut l'écrire, le composé E, si je l'écris avec son groupement amide, donnerait quelque chose comme ça. Les composés obtenus, du coup, l'idée c'est quoi? C'est de dire l'hydrolyse va permettre de former de ce côté-là un acide carboxylique ou un carboxylate selon le pH. Mais là, on est en milieu basique, donc ça va être un carboxylate. Et de ce côté-là, on aurait l'amine ou l'ammonium selon le pH. D'accord? Donc ce qui fait que, comme ici on travaille en milieu basique, j'aurai plutôt l'amine que l'ammonium. Donc je vais avoir l'amine plus le carboxylate comme produit. Et une fois que j'ai identifié mon produit, il me reste à équilibrer. Donc si je compte les atomes et les charges, je vois que c'est H-. Voilà, la méthode que je vous ai donnée, ça évite. En fait, comme ça, moi, j'apprends pas par cœur le bilan. C'est d'abord, j'identifie les produits avec les bons... je connais juste les pK, en fait. Et donc, je sais qu'en milieu basique, je vais avoir cela. Et ensuite, j'équilibre directement. Et vous voyez, c'est très facile. On va quand même donner le composé F, parce qu'il n'était pas donné. Donc, le composé F, du coup, si je l'écris, eh bien, ça va donner ceci. Boum. Avec évidemment le nitro au bout. Voilà. Allez, on passe maintenant à la question 24. Donc la question 24, on souhaite étudier l'étape de G à H. Et donc on demande de donner les rôles respectifs de G, du diazonium G et du bêta-naphthol. On voit que la liaison formée, hop, clairement elle est ici. Donc en fait il suffit de regarder est-ce que le carbone ici c'était l'électrophile ou le nucléophile, et est-ce que l'azote ici c'était l'électrophile ou le nucléophile. Pour ça, faut développer un peu plus la structure. Donc dans G, je vais représenter le groupe diazonium qui serait comme ça. Hop. Et puis en face le bêta-naphthol. Qui se présente de la manière suivante. Et en fait, on voit normalement que le nucléophile, c'est le bêta-naphthol, parce que déjà, les cycles comme ça, benzéniques, sont plein de double liaisons riches en électrons.
De plus, on a un groupement OH qui est mésomère d'honneur, donc en fait qui va pousser les électrons ici, et hop, ce doublet-là va pouvoir être nucléophile. Et si on y regarde bien, il va pouvoir venir ici faire une addition nucléophile sur l'azote. Ce qui n'est pas très classique, mais donc si on raisonne comme ça, on devrait dire du coup que ici on a le site nucléophile, du moins pour cette réaction. Et de l'autre côté, on a le site électrophile ici. Alors je pense que dire que juste qui est électrophile, qui était le nucléophile, sans préciser le site, à mon avis, c'était déjà bien vu. Mais voilà. Et donc, je ne rentre pas dans le détail du mécanisme. On peut donc passer à la question 25. Bien, maintenant, on dénombre le nombre de stéréoisomères que l'on peut a priori envisager pour le composé H et donner la structure d'au moins l'un d'entre eux. J'aime pas comment est posée la question. Bon, il n'y a pas de carbone asymétrique. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de doubles liaisons, mais les doubles liaisons dans les cycles, elles sont bloquées. Par contre, celle-ci, vous voyez, elle peut être Z ou E. Et pourquoi j'aime pas donner la structure d'au moins d'entre eux, parce que l'énoncé donne déjà le stéréoisomère E. Et donc, du coup, on pourrait dire qu'il a déjà donné l'un d'entre eux. Bon. En tout cas, on aurait, du coup, le Z, zusammen, les deux groupements sont du même côté, et le E pour entgegen, en allemand, côté opposé. Et donc, le rouge para, c'est le stéréoisomère E. Pour rappel, le lien de stéréoisomérie entre Z et E, comme ce sont des stéréoisomères de configuration qui sont non images et non superposables, ce sont des diastéréoisomères. Voilà, tiens, je profite du changement de question pour vous rappeler de me mettre un petit commentaire sous la vidéo, voire même plusieurs, si vous avez des questions, des remarques, si vous appréciez ce travail et que vous voulez encourager, que je continue de corriger ce sujet après la partie 2, puisque là je vais aller jusqu'à la fin de la partie 2, et bah mettez-moi un petit mot. Et plus je verrai que la vidéo est utilisée, plus je vais me chauffer pour une suite. Allez, on passe à la question 26. Bien, alors là, la question, bon, c'est de l'infrarouge, donc l'idée c'est d'attribuer les bandes. Donc à 3390, là normalement c'est la bande OH, ici, 3390 cm-1, suffit d'utiliser les tables, donc là c'est une question plutôt simple. À 3100, on trouve tous les CH des cycles. Donc là, je ne vais pas toutes les entourer, hein, mais ce sont les CH que vous voyez sur les cycles benzéniques. Et puis à 1600 cm-1, ce sont les CC doubles. Donc toutes les CC doubles des cycles, qui sont plus basses que dans un alcène classique. D'ailleurs, ça c'est dû à la conjugaison. Vous savez, quand une double liaison est conjuguée, c'était pas demandé, mais ça abaisse son nombre d'ondes. Pourquoi ? Simplement parce que le fait de... Vous savez, dans le modèle de l'oscillateur harmonique, on peut montrer que le nombre d'ondes, il va être proportionnel. Donc le nombre d'ondes, c'est les centimètres-1, à racine de K sur mu. Et du coup, si vous voulez, le fait d'avoir de la conjugaison, comme la liaison ici, par exemple, au lieu d'être strictement double, elle est intermédiaire entre double et simple, c'est comme si ça diminuait un petit peu sa constante de force, et donc ça diminue légèrement le nombre d'ondes, en général de 20 à 40 cm-1. C'est pourquoi, quand vous avez une liaison qui est conjuguée, souvent elle descend un petit peu plus bas qu'une liaison non conjuguée. Voilà, je le rappelle succinctement, mais je trouve que c'est un point qui est intéressant. Et donc on passe à la question 27. Alors ensuite, on vous dit que le spectre UV visible d'une solution de rouge para a également été enregistré. Il présente une bande d'absorption intense à 490 nanomètres. Les autres bandes dans l'UV. Commentez la valeur. Déjà de dire que effectivement, il y a une bande, il y a un lambda max. Alors est-ce que c'est un maximum global ou local? Je m'en fiche un peu, mais à 490 nanomètres. On vous donne le cercle chromatique dans les données, et donc ce que je vois, c'est qu'il absorbe dans le cyan. Si on prend le modèle le plus simple, on va dire que ça apparaît de la couleur complémentaire. Donc coloration de la couleur complémentaire. Évidemment, il y a des contre-exemples, mais au premier ordre, on va raisonner comme ça. Et donc ici, ça veut dire qu'on aurait une coloration rouge. Bon, tant mieux, il s'appelle rouge para. On est plutôt content que ça donne une coloration rouge. Voilà. Ensuite, moi j'ai quand même envie d'ajouter une remarque, c'est que bien souvent, donc là on est sur des molécules organiques fortement conjuguées.
La transition qui est responsable de cette absorption, c'est une transition quasi à tous les coups entre HO et BV. Et en fait, dans le cas des molécules organiques, ça sera entre une orbitale pi et une pi étoile. Ça veut dire que la haute occupée, ça sera une orbitale pi, la base vacante, une pi étoile. Là où, par exemple, si on regarde des composés colorés qui sont plutôt avec des complexes des métaux de transition, ce sera des transitions entre orbitales D du métal. Bon voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à l'origine de la transition électronique. Et donc, ça nous amène à la dernière question de cette partie chimie organique, la question 28. Alors, la caractérisation aurait également pu être complétée par l'enregistrement d'un spectre de RMN, du rouge para dissous dans le chloroforme deutéré. Dans ce solvant, les protons du benzène résonnent à 7,26 ppm. Déterminer le nombre de systèmes de spin indépendants dans le rouge para. Le nombre de systèmes de spin indépendants, c'est une drôle de manière pour moi de dire simplement le nombre de groupes de protons équivalents à distinguer. Donc, il suffit de... Là, au niveau des protons équivalents, pour moi, mettons que je vais avoir un signal ici pour le OH. Sur toute la partie du cycle du naphthol, là, donc ici, j'aurai un proton porté par B, un proton porté par C, porté par D, E, F, G. Pour moi, tous ces protons, en toute rigueur, sont non équivalents. Alors oui, ils vont sortir proches, etc. Mais D et G sont pas vraiment équivalents parce que là, je peux avoir... un couplage par exemple entre D et C, puisque rappelez-vous que dans les composés aliphatiques, ça veut dire avec des liaisons simples, les couplages sont plutôt en J3, mais dans les composés aromatiques comme ça, on peut avoir des couplages en J4, voire J5. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4 liaisons, je peux m'attendre à un couplage entre D et C, alors que G n'aura pas ce couplage-là. Donc en fait, pour moi ici, tous les groupes sont non équivalents. C'est quoi la lettre après G, E, F, G, H? Par contre, les petits H ici, pour moi, on doit pouvoir les considérer comme équivalents, et de même pour les petits i qu'on a ici. Donc ça veut dire que... Alors j'aurais mieux fait de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour compter, mais ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, 9 systèmes, pour reprendre leur vocabulaire, 9 systèmes de spin indépendants. Voilà. Bon, si je devais donner mon impression sur cette épreuve, je vous avoue que autant j'étais assez satisfait de la partie 1 de la chimie générale, autant là, certes, ça reste dans les clous du programme, je la trouve un peu basique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas demandé aux candidats de pousser très loin. Je vais parler franc, mais d'après aussi mon ressenti et les informations que j'ai, c'est vrai qu'il y a une grosse partie des candidats à la grecque qui ne prend absolument aucun point sur la chimie organique, donc le niveau global il est pas très très haut, et c'est vrai que du coup les gens qui suivent mon programme d'ailleurs en général ils ressortent, ils me disent l'orga c'était vraiment facile, oui forcément, c'était je trouve vraiment facile si on s'en tient aux questions. Après les questions ouvrent des choses où je pense qu'à l'oral ça pourrait aller beaucoup plus loin, donc attention, ne vous dites pas que savoir faire ça un peu ras des pâquerettes, je pense que ce serait léger pour l'oral, mais là clairement sur l'écrit je pense qu'on voulait juste tester que les candidats avaient des notions un peu générales en chimie organique. On les a pas trop poussées, mais encore une fois, je le dis, je l'ai déjà dit, la chimie organique, comme il y a des candidats qui ne prennent absolument pas toutes ces questions, donc là il y a une grosse dizaine de questions, et d'autres candidats qui prennent tous les points, ça crée quand même un écart sur l'admissibilité qui est assez important. Donc ne négligez pas cette partie. S'il y en a qui sont intéressés, je vous rappelle que j'ai des programmes, je vous mets évidemment tout ça en description. Et si vous n'êtes pas intéressé ou vous n'avez pas le temps, il y a beaucoup de contenu gratuit sur ma chaîne. Donc déjà, éclatez-vous avec ça, ce sera très bien. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit message encore une fois et à partager avec vos copains qui préparent des concours. Quant à moi, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt, probablement pour la suite de ce sujet. À vous de me dire si ça vous intéresse que je corrige la partie 3. Allez, salut!